Allez. Bon. Dos. 2, 3, 4, clap. Bienvenue à tout le monde. Le titre qui est affiché en ce moment même, je l'ai improvisé rapidement. Je ne suis pas sûr qu'il soit très pertinent. Donc il y a écrit, pour ceux qui sont un peu loin, il y a écrit « Les sciences douces sont-elles possibles ?» Panorama et perspectives pour technosciences au singulier en transition. Bon, tout est problématique là-dedans. Le mot science douce, dans la manière dont je l'ai écrit ici, ça s'oppose à science dure, parce qu'on qualifie souvent le domaine dans lequel je travaille de science dure. Moi, je fais des mathématiques à l'université Sorbonne Université. Et donc, je vais essayer de vous convaincre qu'il faut justement essayer de sortir de cette espèce de dureté, et qu'elle est très très problématique. Enfin, j'imagine que vous en êtes convaincu déjà, à vrai dire. Mais je voudrais vous montrer l'étendue du problème, qui peut être mal perçu. J'ai signé aussi, au lieu de mettre mon laboratoire officiel à l'université, Sorbonne Université, j'ai mis un truc qui s'appelle Écopolien. Écopolien, ça veut dire Atelier d'écologie politique d'Île-de-France. Donc c'est une organisation à laquelle j'appartiens, qui est une organisation d'universitaires, on va dire au sens large, des gens qui interviennent dans tous les domaines du savoir et qui s'interrogent donc sur les questions liées à, on va dire, aux crises environnementales, climatiques, la crise des ressources, enfin toutes les crises systémiques à laquelle on fait face actuellement. Donc, pour continuer la discussion qu'on a eue ce matin à propos de Toulouse, cet atelier écopolien, il est très fortement inspiré d'une organisation toulousaine qui s'appelle Atécopole, atelier d'écologie politique de Toulouse, voilà, et que je trouve extrêmement inspirant avec des chercheurs et des gens qui réfléchissent justement sur les conditions de la transformation de la ville de Toulouse, qui est complètement dédiée aux technologies, et qui est donc très impacté par les crises actuelles concernant l'aviation en particulier. Et donc comment fermer des mondes, par exemple, comment fermer des usines sans, en essayant de minimiser les impacts au sens qui nous intéresse nous, et pas forcément au sens des économistes. Et donc nous, en Île-de-France, on est une sorte de pâle et petite imitation de cette organisation toulousaine qui nous inspire beaucoup. Alors, il y avait un sommaire, vous voyez, le sommaire est très très long, et en plus vous voyez, il y a 192 slides, donc évidemment il n'est pas question de traiter tout ça aujourd'hui. Il y a vraiment de la ressource, si jamais le sujet vous intéresse, on pourra le développer lors de séances supplémentaires. Ce que je voudrais vraiment développer tout de suite, là, c'est ce que j'ai appelé ici un long préambule. Donc vous allez voir, c'est un petit peu égocentrique, ça raconte plutôt mon parcours. Mais je trouve, bon, je me permets de penser que ça peut être utile et instructif de voir ce qui a pu exister dans le passé, qu'est-ce qui a pu nous conduire à certaines des impasses présentes. Et donc, dans ma tête, c'est des choses qui justifient l'existence d'une organisation comme celle-ci, c'est-à-dire justifier le besoin de donner de nouvelles formes de diffusion au savoir et de réfléchir aussi aux impacts que le savoir universitaire peut avoir sur le monde. Donc voilà, je me présente. Moi, je suis né donc au moment où ce genre de publication faisait... la date de publication, c'est marqué juillet 71. Je suis très légèrement plus âgé. C'est une publication qui ici s'appelle Survivre. Elle s'appelait aussi Survivre et Vivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Grothendieck, voilà. Si vous regardez les auteurs qui sont signalés ici, il y a Claude Chevalet, Alexandre Grothendieck et Pierre Samuel. Donc ce sont trois mathématiciens. Donc je rappelle, je fais des mathématiques et je suis, disons, à même d'attester que ces trois personnes, et en particulier Alexander Grothendieck, sont des gens qui ont une position extrêmement importante dans la science du XXe siècle. Grothendieck, c'est quelqu'un qui donc est d'origine, on va dire, apatride, avec un père d'origine juive allemande, une maman allemande aussi, émigrée en France pour toutes sortes de raisons après une vie incroyable.
L'enfant Alexandre Grothendieck a été un peu livré à lui-même. Et c'est aussi un exemple qui est souvent cité d'auto-éducation. C'est quelqu'un qui, à ma connaissance, qui n'a pas été dans le système universitaire avant l'âge de 18 ans. Il n'est pas né dans un camp de concentration des plages Au sens français du terme, ouais. C'est-à-dire... non, plutôt il est né en Allemagne, bien sûr, mais il a été ensuite mis enfant. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'État français a concentré des réfugiés espagnols, des Allemands, voilà, dans des camps dans le sud de la France. Et l'enfant Grothendieck était avec sa maman à cette époque-là. Il a été plus ou moins repéré par des sortes de personnes qui faisaient de l'humanitaire, qui étaient très liées au protestantisme. Et c'est là qu'on lui a donné des bouquins de maths et qu'il a appris, je crois, essentiellement seul les bases des mathématiques. Il a continué, je pense, au Chambon-sur-Lignon, un village tout à fait bucolique, où de nombreux enfants juifs ont été, disons, protégés par des organisations, je crois, protestantes, il me semble. Enfin, il faut m'arrêter si je dis des bêtises historiques. Et ensuite, il a été repéré un peu par hasard par des universitaires pur jus qui lui ont permis de faire une thèse, etc. Très rapidement, il a révolutionné les maths plusieurs fois. Et il a résolu plusieurs sujets de thèse en quelques mois. Voilà, c'est quelque chose de... C'est vraiment ce qu'on appelle un génie, au sens où... enfin, un génie créateur, en tout cas, quelqu'un qui a créé énormément de choses. Donc il a une influence extrêmement importante sur la science. Et soudainement, en 68, à 40 ans, il a arrêté la science quand il s'est aperçu que l'institution dans laquelle il travaillait était subventionnée par l'OTAN. Et donc, à une époque où la plupart des intellectuels ou dans le monde universitaire et scientifique, les gens pensaient en termes de marxisme, de maoïsme, de toutes sortes de formes de groupuscules gauchistes, qui se scissionnaient beaucoup. Grothendieck était en avance sur son temps, il a compris les enjeux du productivisme. Pour le coup, c'est des idées que lui n'a pas inventées. Mais il a détecté dès cette époque-là les impasses de la croissance, disons, non maîtrisée, qui était, c'était la fin des 30 Glorieuses, il faut se replacer dans le contexte. Donc les problèmes étaient d'une autre nature que ceux auxquels on fait face actuellement. Mais donc c'est assez incroyable de voir qu'il avait anticipé, lui et ses amis, beaucoup de choses. C'est aussi très important de constater que ce mouvement a été une sorte d'échec, il a conduit à pas grand-chose. Les communautés, donc il a arrêté la science, mais pour se consacrer à des expériences communautaires, du militantisme, des publications, etc., qui malheureusement sont restées un peu, terminées en eau de boudin, pour toutes sortes de raisons qui mériteraient d'être détaillées. À l'époque aussi, il y avait chez mes parents une BD qui traînait. Alors elle date de 1963, c'est un truc édité par le CEA. Donc c'est plutôt un truc du temps où mes parents étaient enfants. Mais ça montre l'ambiance générale de ces 30 Glorieuses. Une ambiance très progressiste, mais d'un progressisme, disons, frais et très relié par exemple aux idées de gauche. À l'époque, dans la nucléocratie française, elle était en partie, c'était un deal avec le Parti communiste, par exemple, qui était très, très puissant en France à l'époque. Et c'était les organisations, on va dire, de défense de la science, etc., étaient très liées à des mouvements plutôt de gauche, voire d'extrême gauche. Et il y avait une forme donc de croyance dans le progrès qui était un peu la continuation du 19e siècle. Et donc on modernisait la France, c'était l'époque aussi où on faisait le remembrement dans les campagnes, etc. Donc cette BD est tout à fait étonnante. C'est pas du tout une BD manipulatrice de propagande pour le nucléaire comme on en trouverait actuellement. C'est une propagande sincère pour le nucléaire où on ne cache pas les problèmes de déchets. On est en 63, c'est la filière ancienne de Centrale qui a été abandonnée depuis. On utilise maintenant des technologies américaines.
Le grand plan d'électrification de la France dans les années 70-80, c'est avec des technologies américaines. Et donc les questions de danger, de déchets ne sont pas éludées, mais il y a une sorte de croyance qu'on va quand même s'en sortir avec des technologies voilà, qui vont apparaître. On stocke ces fûts comme ça dans des grands parkings et puis on finira par trouver une solution. J'ai mis quelques couvertures de bouquins qu'on trouvait à l'époque. Ça montre un peu l'esprit toujours très positiviste qui, je pense, a disparu maintenant. Il n'y a plus vraiment ou très rarement, une vision aussi naïve du progrès scientifique. L'image qui est à droite, c'est une image chinoise, presque un peu plus tardive, mais de la Chine communiste. Moi, je suis né dans une famille où mes parents étaient donc des maoïstes. Et il n'y avait pas cette image chez moi, mais il y en avait d'autres un peu similaires. Et donc, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure dans les milieux de gauche, disons, de cette époque-là. Il y avait quelque part une vision du progrès, une fascination pour la science, qui était perçue comme un moyen d'émancipation. Et voilà, ça me semble important aussi de rappeler qu'à l'époque, il y avait des grands pays communistes qui étaient très extractivistes et qui ont massacré l'environnement sur des échelles qu'on ne peut pas imaginer. L'assèchement de la mer d'Aral et des choses comme ça n'est pas le résultat du capitalisme. Quand j'étais enfant, il y avait des livres aussi où on présentait le futur comme ça. Donc ça date des années 80, je pense. Bon, c'est anecdotique, hein, les montres connectées, etc. Dans le même livre, hein, c'est dommage que je n'ai pas pris la photo, il y avait l'idée que ces technologies pouvaient servir à la police. C'était anticipé. Autre chose qui me semble très intéressant à garder en mémoire, c'est que donc j'ai parlé de Grothendieck, de vivre et survivre, de ces mouvements écologistes dans les années 70. Ces idées, donc, il ne les a pas inventées, elles étaient très présentes. Vous connaissez certainement le Club de Rome et l'étude sur les limites de la croissance. Là, c'est un livre, Les gestes qui sauvent la nature, un livre qui a été distribué dans les paquets de lessive Skip. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette marque de lessive. Ça appartient à Unilever, une des plus grandes multinationales de la chimie, et qui distribuait des livres qui faisait de la propagande écologiste hardcore. Si vous lisez ce qu'il y a écrit dessus, il arrive aux colosses d'avoir des pieds d'argile, ils risquent à tout moment la chute si leur base se brise. À force de considérer la nature comme un trésor, nous y avons puisé comme des voleurs. L'étrange complexité de la nature ne s'arrête pas là, les divers organismes qui la composent tissent aussi des liens invisibles avec le monde qui les accueille et les entoure, etc., etc., etc. Donc toute cette littérature qui inonde nos librairies actuellement, avec des kilomètres et des kilomètres de bouquins qui nous parlent de relations aux arbres, je ne sais pas quoi, de renouer des liens avec la nature, etc. Ça, c'est vraiment rien de nouveau, mais vraiment pas grand-chose de nouveau en tout cas. Et à une différence près, c'est que maintenant, c'est quand même c'est des bouquins qui ont du succès dans des milieux comme les nôtres, un peu universitaires, etc. À l'époque, c'était distribué dans les paquets de lessive. Je ne sais pas comment interpréter ce truc. Il faut peut-être y réfléchir plus avant. Là, on parle de l'épuisement des ressources, du charbon, des minerais, etc., etc. Donc je passe ça, mais vous pourrez regarder mes slides tranquillement. Ce bouquin, il est fabuleux. Si vous le trouvez sur le Bon Coin, il faut l'acheter. Il est toujours d'actualité. Voilà, il y a des conseils pour les enfants. Bon, il y a... Là, je voudrais aussi mentionner une revue éditée par l'entreprise pétrolière Exxon, Esso en France, ça s'appelait Pétrole Progrès, avec les plus grands illustrateurs de l'époque qui ont travaillé dedans, d'immenses photographes aussi ont fait des reportages. Et là, c'est pareil, donc dans les années 60-70, tous les écueils du productivisme sont clairement identifiés. Alors évidemment, du point de vue d'une entreprise pétrolière, donc elle cherche à contourner l'épuisement des ressources. On mentionne le réchauffement climatique anthropique là-dedans. C'est pas considéré comme très très sérieusement, mais c'est quand même mentionné explicitement. Ça veut dire que le problème était connu.
Et pour l'entreprise Exxon, le problème était surtout de comment produire des carburants quand il n'y aura plus de pétrole. Et donc on les voit dans cette revue réfléchir à comment par exemple fabriquer des centrales nucléaires dont le but serait de produire l'énergie nécessaire à la transformation du charbon en pétrole. Un truc qui serait terrible à faire. Malheureusement, ces technologies existent. Elles existaient à l'époque, elles existent encore. C'est assez horrible de penser qu'on va pouvoir produire des carburants et faire voler des avions aussi longtemps qu'on veut si on ne s'interdit pas d'extraire le charbon. Donc pétrole progrès, voilà, on parle aussi des relations de l'homme et de la nature, de la biosphère en péril, etc. Avec en plus un cachet graphique, donc ceux qui s'intéressent au graphisme et à l'histoire du design graphique, c'est tout à fait intéressant parce que comme c'était une revue très très riche d'une entreprise un peu paternaliste avec d'immenses moyens, ils ont fait appel aux meilleurs graphistes et à de très beaux illustrateurs. C'était avant aussi l'abus de l'infographie et des outils numériques pour créer des illustrations. Donc il y a des illustrations de nature scientifique totalement hors normes maintenant. Donc voilà, Pétrole Progrès, pareil, si vous trouvez sur le Bon Coin, ça vaut le coup d'en acheter quelques numéros. Donc là on est donc aux années 80, j'étais adolescent. Donc dans les archives de l'entreprise Exxon, on voit cette courbe qui montre les prédictions de réchauffement climatique dues aux activités anthropiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 pour qu'ensuite on rentre dans un système de négationnisme climatique? C'est l'arrivée du climato-scepticisme et toutes ces thématiques ont disparu. L'écologie s'est transformée. Dans les années 70, l'écologie c'était René Dumont, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un côté tiers-mondiste dans les partis écologistes. Dans les années 80, ça c'est peut-être. Je ne suis pas bon pour les analyses politiques, mais j'ai le sentiment que ça s'est recentré sur notre pays. Les grands enjeux systémiques qui étaient donc connus, y compris des plus grands pollueurs, ont totalement disparu des radars. Certains pensent que c'est dû à l'entrisme de certains mécènes privés qui ont subventionné de la mauvaise science pour un peu noyer les bonnes recherches au sein de trucs un peu comme ce qui s'est passé pour l'industrie du tabac. On parle en particulier des frères Koch, comme le bacille de Koch, mais qui sont américains, je ne sais pas comment on prononce en américain. Donc c'est deux jumeaux, deux frères dont l'un vient de mourir, qui ont fait fortune dans la pétrochimie et qui ont subventionné de manière extrêmement active le climato-négationnisme, le fait que donc, les activités humaines ne pourraient jamais impacter le système climatique. Et ça nous a fait prendre 30 ans de retard, disons, parce que scientifiquement, dès le début des années 80, les questions étaient sur la table. Donc là, un des problèmes de l'université qui est caché derrière, c'est la question aussi très complexe à gérer de l'entrisme des intérêts privés dans le monde universitaire. Oui. Donc c'est un mot qu'on utilise principalement plutôt dans le milieu politique, pour dire tel groupuscule gauchiste fait de l'entrisme dans telle autre institution. Par exemple, tel groupement trotskiste prend le pouvoir sur la libre pensée, qui était en France un groupement anticlérical. Et donc sans dire qu'ils sont trotskistes, ils s'inscrivent dans le mouvement, ils vont aux assemblées générales, et puis le jour J, on découvre qu'ils ont pris tous les rênes du pouvoir et que maintenant la libre pensée est une annexe de je ne sais quel mouvement lambertiste ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc j'utilise ce mot parce qu'il y a des gens, les frères Koch dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, ils rentrent dans le système scientifique, de publication, de reviewing par les pairs, etc. Et juste en mettant de l'argent sur des contre-feux, en subventionnant des recherches sur des domaines qui ne sont pas forcément complètement faux, mais qui sont, qui vont faire du buzz,
et qui vont semer le doute, disons, ils vont réussir à ralentir très fortement l'avancée de la prise de conscience. Sans parler bien sûr aussi du lobbying envers le grand public, mais là c'est un autre problème. Là j'essaye de parler uniquement de ce qui se passe au sein de l'université. Donc, j'insiste, je me permets d'insister là-dessus sur les années 70-80. Donc dans les livres pour enfants, ce qu'on voyait, les livres scientifiques pour enfants, ce qu'on voyait à l'époque, c'était énormément donc après les crises pétrolières de 72-73, c'est beaucoup d'intérêt pour les énergies solaires, marémotrices aussi, l'usine marémotrice de la Rance, c'était dans tous les livres de classe à l'époque quand j'étais enfant. Au début des années 80, on a construit la centrale solaire Thémis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une centrale solaire à concentration avec un ensemble de miroirs qui concentrent les rayons du soleil sur cette tour, ça fait fondre du sodium et il y a un circuit de sodium en fusion qui permet d'alimenter, de faire de la vapeur et de faire de l'électricité. Donc c'est un truc, une manière très originale de fabriquer de l'électricité à partir du soleil. C'est installé à la frontière avec l'Espagne vers Font-Romeu. Ça vaut vraiment la visite, c'est totalement à l'abandon maintenant. Ils ont mis des panneaux solaires là où il y avait des miroirs. C'est un peu absurde. Et la centrale, très originale, a été vaguement copiée, je pense aussi en Espagne et en Australie. Mais c'est une technologie qui est actuellement à l'abandon parce que quand il y a des miroirs, pour qu'ils fonctionnent, il faut les nettoyer, il faut les laver. Et ça demande beaucoup de travail humain et c'est pas rentable par rapport à d'autres manières de faire de l'électricité. Mais donc, à l'époque, à la télé, il y avait des publicités qui disaient en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Ça fait référence à ça. C'était vraiment des fantaisies d'ingénieurs qui essayaient vraiment de s'en sortir parce qu'on avait l'angoisse qu'il n'y ait plus de pétrole. Voilà. Les monarchies pétrolières avaient changé le cours des choses. Ça fait ce fameux choc pétrolier dont vous avez entendu parler. Bien, donc voilà, moi j'ai passé mon enfance là-dedans, dans une famille donc portée par ce genre d'idées au sens relativement positiviste. Donc je me suis retrouvé ingénieur sans trop comprendre pourquoi. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo d'Aurélien Barraud. Je ne sais pas si vous voyez qui est Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien. Je pense, moi je l'ai entendu faire des conférences scientifiques de très très bonne qualité. Il énerve beaucoup de gens parce qu'il a une manière de s'exprimer un peu hors norme. Voilà, il y a beaucoup de gens qui le jugent énervant, etc. Mais moi j'insiste sur le fait que je ne l'ai jamais pris en défaut de dire des conneries scientifiques. C'est quand même relativement rare et parmi les gens qui s'expriment comme ça. Je le trouve assez courageux. Et là, donc, il est en discussion avec les élèves de l'école polytechnique. C'était il y a quelques semaines. Et c'est vraiment fascinant, cette conférence, elle est vraiment très intéressante parce que lui-même, il est issu du système, comme moi, hein, de ce système des écoles d'ingénieurs, des classes prépa, etc. Et il regarde le truc en face et il explique aux polytechniciens qu'il risque de devenir drastiquement nuisible. Cette phrase s'adresse aux élèves de l'école polytechnique. Alors avant, il explique qu'il admet sans ambiguïté que ces gens-là sont très doués, qu'ils ont des compétences très pointues, etc. Mais que malgré eux, de manière systémique, ils vont devenir peut-être des porteurs de nuisances. Voilà, le début de la conférence est fascinant, la suite, elle est intéressante. Après, c'est du Aurélien Barraud classique. Voilà, si vous connaissez déjà, c'est pas la peine de revoir tout cela. Mais j'ai trouvé le constat, disons, sur la formation des ingénieurs extrêmement pertinente. Moi-même, donc après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé pour une entreprise pétrolière. Voilà, c'est une sorte de déclaration d'intérêt. Quelques mois et c'était, je dois dire que c'était une expérience très intéressante et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'était l'entreprise ELF, qui était une entreprise parapublique. Peut-être vous avez le souvenir du fait qu'elle était très liée au pouvoir et très liée aussi aux manigances de l'État français en Afrique.
c'était très enrichissant néanmoins de voir comment travaillent les gens, les experts de l'exploration pétrolière et aussi ceux de la pétrochimie. C'est vraiment incroyable l'ingéniosité qui a été développée pour chercher du pétrole et la complexité aussi d'une usine, d'une raffinerie de pétrole, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et voilà, c'est vraiment impressionnant, même si c'est des choses voilà, que j'ai cessé de faire très très vite. Donc, je rappelle quand même que l'entreprise Elf, qui a été donc rachetée par Total, elle a été impliquée dans un scandale fameux qui est aussi très très intéressant sur le fonctionnement des universités, c'est le bullshit scientifique. C'est-à-dire, et à mon avis, ça continue encore maintenant. Donc on se laisse berner par des fausses promesses, encore plus maintenant que jamais d'ailleurs. Et donc j'ai de très très nombreux exemples. Alors évidemment, c'est plus comme l'État n'a plus d'argent, c'est plus vraiment. Enfin, il y a quand même du gaspillage d'argent public, mais là, dans cette entreprise semi-publique, dirigée par des anciens ministres, etc., et par de très nombreux polytechniciens, ils se sont laissés berner par des gens qui leur vendaient une technologie dite des avions renifleurs. Voilà, si vous n'avez jamais entendu parler de cette affaire, c'est très très intéressant parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Je pense que avec un peu de bon sens, vous pouvez comprendre que c'est pas possible de détecter du pétrole juste en faisant voler des avions voilà, à quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Voilà, bon, et surtout quand on ne vous explique pas quelle est la technologie qui est cachée derrière, qui va sonder le sol. Donc le problème de ces industries, c'est que les gens ont tellement peur que les concurrents prennent de l'avance qu'ils sont prêts à acheter n'importe quoi pour être sûr de ne pas être en retard. Et donc pendant que... voilà, je pense que ça c'est du temps de Giscard d'Estaing, donc c'était quand même, voilà, c'était un énorme scandale qui aussi doit relativiser cette vision que certains essayent de remettre au goût du jour de l'État français dirigiste avec un plan, des polytechniciens ou autres qui sont aux commandes de l'industrie et qui décident voilà, de fabriquer des Airbus ou de fabriquer la fusée Ariane. Ça, c'est ce que les capitalistes modernes considèrent peut-être comme des succès, mais aussi d'investir dans des conneries comme ça ou de faire des plans bizarres. Le Minitel, je ne sais pas, des choses comme ça. L'histoire du Minitel aussi, ça vaut le coup d'être regardé. Voilà, donc étant étudiant dans les années 90, voilà, ça c'est le premier peut-être truc que j'identifie comme une sorte d'expérience, au-delà des expériences d'enfants dont j'ai parlé. Là maintenant c'est des expériences que j'ai pu vivre. Donc moi quand j'étais étudiant, c'était le début d'Internet dans les années 90. Et c'est quelque chose dans lequel on a mis énormément d'espoir. On pensait vraiment que la démocratie allait être changée, qu'on allait changer le système des publications scientifiques. Il y avait vraiment une utopie énorme là-dessus. Et Apple, à cette époque-là, était un truc multicolore. Ça représente, vous voyez la métaphore de ce à quoi on rêvait et de ce que c'est devenu, c'est-à-dire un truc tout gris, un truc de contrôle, un truc extrêmement fermé, et aucune des promesses de démocratie n'est réalisée. Donc ça, c'est pour les gens de ma génération, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est toute cette utopie de l'Internet, un peu... quand on analyse d'ailleurs comment c'est arrivé, on peut voir pourquoi ça a été un échec. Il y avait un gros paquet d'idées libertariennes planquées derrière, de trucs un peu mal pensés et un peu... comment dire, je trouve pas le mot, mais je pense que donc en tout cas à retenir la gueule de bois, disons dans les années 2000 de la révolution Internet. Naïf. Voilà, un peu naïf, voilà. Naïf et un peu, j'allais dire égocentrique, c'est-à-dire c'était pas l'intérêt collectif a été mal pensé en fait dans ce truc-là. Il y a toutes sortes dans les communautés de logiciels libres. Oui, le logiciel libre, c'est fabuleux. Je suis un militant du logiciel libre, mais
mais c'est aussi ce qui fait fonctionner les serveurs de YouPorn et des trucs comme ça. C'est ça c'est la base de l'Internet le plus d'aujourd'hui. Donc je me suis investi dans des mouvements de développement disons de la technologie, on va dire, libre et hors système. Donc ça, c'est un mouvement d'Orgbot qui était né aux États-Unis, dans le milieu des designers, mais de designers qui voulaient faire du design libre. Donc fabriquer du hardware bidouillé avec les choses électriques qui commençaient à devenir pas chères et facile à manipuler à l'époque. On n'a pas vraiment compris d'ailleurs que c'était cette possibilité qu'on avait de bidouiller facilement de l'électronique, c'était un sous-produit de la mondialisation. C'est aussi un truc qui est mal pensé, je pense, toujours maintenant. Voilà, donc je me suis beaucoup impliqué dans ces mouvements-là, en marge de mon boulot universitaire. Là, cet article de l'IB faisait référence au fait que notre petite équipe avait donc introduit dans l'université Jussieu, sur le campus de Jussieu, un atelier de fabrication d'imprimantes 3D. C'était au tout début de la mode des imprimantes 3D en 2009, où l'essentiel de ces machines étaient des objets fabriqués en do-it-yourself. Il y avait les designs libres sur lesquels on a travaillé ont ensuite été copiés, ont servi de base aux industriels qui ont vendu des machines que vous voyez un peu partout. Si peut-être, donc vous avez des souvenirs de 2009, peut-être, je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque, mais rappelez-vous de tout ce qu'on a raconté sur les imprimantes 3D, comment ça allait changer le monde, changer la manière de recycler les objets. Absolument rien de tout cela n'est arrivé, mais rien de rien de rien. Ça crée par contre beaucoup de déchets et beaucoup de gadgets inutiles. Les gens avec les imprimantes 3D, grosso modo, ils fabriquent des figurines de Star Wars ou des choses comme ça. Voilà, donc peut-être le plus intéressant pour vous, c'est que donc dans ce milieu-là est née donc l'idée des Fab Labs, des hackerspace et des choses comme ça. Et donc on est toujours là aux alentours de 2009-2010. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont fabriqué cette éolienne ici avec un bidon, dans un contexte, une sorte de réunion de bricoleurs qui avait lieu à la campagne, dans le sud de la France, chez quelqu'un qui vivait hors des réseaux. Une journaliste, l'une des 3 autrices de ce livre, est venue observer ce camp, a pris des photos contre d'ailleurs la volonté des participants. Et puis elle a fait ce bouquin. En réalité, donc, elle travaillait pour... c'est déjà la récupération finalement de ce mouvement par, on va dire, la Startup Nation pour simplifier. Donc là aussi, c'est un truc très violent où dans ces communautés, on va dire hackers entre guillemets, en essayant de développer des technologies libres, d'autres manières de faire et des sortes de réappropriation des savoirs techniques ou d'autres manières de les développer. En fait, nos vocabulaires, les mots, les concepts qu'on a contribué à forger ont été récupérés par d'autres qui étaient équipés de beaucoup plus de moyens de communication et qui ont fait fructifier ça dans un univers parallèle de start-up. Et donc maintenant, le mot Fab Lab, c'est un truc plutôt répugnant, hein, c'est un truc qui est lié justement à cette espèce de communication un peu bullshit sur la science et la technique, la tech, une sorte de positivisme aussi un peu cheap, très clairement lié à l'économie des startups. J'espère pouvoir dire quelques mots de ces questions de startups un peu plus tard.
Donc, j'ai choisi de montrer la couverture de ce livre parce que ça montre un écueil, je pense, quand même un danger. C'est que on peut avoir des idées très généreuses. C'était le cas, par exemple, de l'auteur de ce livre, qui s'appelle The Whole Earth Catalog, qui est un bouquin qui date de ces fameuses années hippies, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, en Californie cette fois, qui était un catalogue d'idées do it yourself, comment fabriquer un dôme géodésique, comment fabriquer des toilettes sèches, ou ce genre de choses. Donc ça, très réputé, ça a beaucoup eu d'influence, en particulier dans la contre-culture de ce qui allait devenir la Silicon Valley. L'un des contributeurs, disons que la personne qui a organisé ce bouquin s'appelle Stewart Brand. C'est ce monsieur-là, il est encore vivant, et il intervient dans un truc qui s'appelle The Long Now Foundation, où le but c'est de fabriquer une énorme horloge pour montrer aux gens les enjeux millénaires, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui est devenu un ami de Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle, par exemple, si vous lisez le dernier livre de Luc Ferry, je l'ai fait pour vous d'ailleurs, si ça vous amuse, qui s'appelle Les 7 écologies. Donc il parle du mouvement éco-moderniste. Donc Luc Ferry se considère maintenant, vous savez qui est Luc Ferry, hein, c'est un ami des frères Bogdanov, qui a été malheureusement ministre de l'Éducation et qui publie des tribunes dans des journaux comme Le Figaro, etc., où il critique en fait les mouvements écologistes continuellement. Et maintenant, le stade ultime de la critique, c'est de dire que les vrais écologistes, c'est ce milieu technophile des startups, c'est eux qui vont donner les bonnes solutions, et qu'ils se mettent donc à dénoncer les autres qu'ils appellent des éco-conservateurs. Donc pour le coup, je me retrouve dans le camp des éco-conservateurs. J'aime pas trop ça, mais donc là, ce qui est frappant, c'est donc là, vous ne le voyez pas, mais il y a marqué Discipline ici en blanc, The Whole Earth Discipline. Donc Stewart Brand a publié un autre livre récemment, où clairement il assume le fait qu'il a été un pape de l'écologie dans les années 70, et donc avec ce crédit écologiste, il veut nous démontrer qu'il faut densifier les villes, investir dans le nucléaire, développer les semences transgéniques, restaurer la wilderness et ne pas lésiner à faire de géo-engineering. Géo-engineering, c'est alors il y a deux sens possibles. Enfin, au vrai sens du terme, c'est ce que fait l'homme depuis toujours, c'est façonner la planète pour lui changer le climat, etc., etc. Au sens de ces gens-là, ça veut dire plutôt envoyer dans l'espace des poussières qui feront l'analogue d'une explosion volcanique pour empêcher les rayons solaires de toucher la Terre et donc refroidir. Quand il y a une grande explosion volcanique, ça refroidit le climat pendant plusieurs années. Et donc il y a cette idée qui malheureusement un jour peut-être finira par être mise en œuvre. Il y a cette idée que puisque ça marche pour les volcans, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une sorte de volcan artificiel qui permettrait de continuer à polluer, puisqu'on pourrait... Un nuage continu qui oui. ne pas si... Ouais. Voilà, c'est ce qui se passe quand il y a eu l'explosion du Pinatubo. Ça a vraiment refroidi pendant plusieurs années la météo. Ça s'est senti à l'échelle de toute la planète. Alors malheureusement, c'est quand même très aventureux, le géo-engineering, parce que ça ne refroidit pas la planète partout pareil d'ailleurs. C'est assez difficile à contrôler. Donc dire qu'on a un vrai contrôle sur ce qu'on fait, c'est mentir. Mais donc là, je dois vous dire très, très honnêtement, je n'ai pas les idées très claires sur savoir s'il faut densifier ou pas. La question de l'énergie, alors la question de l'énergie nucléaire, c'est juste un tout petit morceau d'une question plus vaste que celle de l'énergie, très très compliquée. Bon, la question des semences, j'ai quelques idées là-dessus, on peut en discuter en privé. La question de la wilderness, ça c'est un truc très très intéressant.
c'est l'idée que c'est une idée américaine qu'il y a des grands espaces vierges de l'homme et qu'il faut les préserver. Et voilà, le fait qu'il y avait des habitants dans la wilderness, des fois c'est un peu oublié. Mais c'est une idée qui est mais il faut pas. Bon, après, il y a vraiment cette idée qu'on pourrait, si on écoute ces gens, habiter la moitié de la planète et conserver l'autre moitié de la planète complètement sauvage, comme pour avoir non, juste parce qu'on a besoin de la biodiversité pour préserver la biodiversité. Et disons que ces gens-là ont compris qu'on avait besoin de préserver la biodiversité. Et grosso modo, il y a deux options qui s'offrent. C'est vivre avec la biodiversité ou alors séparer d'un côté des activités humaines, densifier les villes, produire de l'énergie de manière très très concentrée, c'est ce que fait le nucléaire. Le nucléaire, ça te donne de l'énergie ultra concentrée, c'est pour ça que c'est dangereux. Et donc optimiser les semences pour cultiver le moins possible et avoir plus d'espace pour préserver la biodiversité. Moi, c'est des débats sur lesquels on peut débattre. Moi, en fait, il y a plusieurs options possibles, certainement, mais ça correspond certainement pas à des choix scientifiques et techniques. Toi, c'est des choix politiques. Savoir si tu veux développer le nucléaire, si tu veux transformer la moitié de la planète en réserve naturelle, etc., etc. Ce que font ces gens, c'est qu'ils te présentent ça comme une sorte... donc on revient à du scientisme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils te disent, ils éludent totalement la portée politique, ils vont te dire c'est there is no alternative, on doit faire ça. C'est la science qui le dit, une sorte de... Donc c'est les sciences dures, entre guillemets, qui te disent que tu n'as pas le choix. Ben voilà, on fait les calculs, on a mis tant de carbone dans l'atmosphère, etc. Donc on n'a pas le choix. Et si vous lisez le dernier livre de Luc Ferry, c'est même plus incroyable. Ils vous disent que c'est même enthousiasmant parce qu'il y a le concept d'économie circulaire. Voilà, on peut parfaitement réformer le capitalisme pour le transformer en quelque chose de vertueux et d'enthousiasmant et de bon pour l'écologie. Bon, je passe sur le fait que donc le milieu hacker fabrique des choses tout à fait étonnantes, du matériel agricole de précision, ça peut sembler utile. Je trouve ça, le projet en lui-même qui est présenté ici, c'est des appareils qui low-tech, enfin low-tech au sens où on peut le fabriquer soi-même et qu'on n'est pas dépendant de grosses entreprises qui permettent de faire cette fameuse agriculture de précision qui est soi-disant nécessaire pour cesser d'utiliser des produits chimiques. En même temps, vous voyez cette publication Hackaday, si vous regardez qui au final publie ce truc, c'est la grosse entreprise technologique Siemens. C'est dit très très difficile d'échapper à la récupération des idées un peu alternatives. Un truc qui est carrément une grosse arnaque, c'est ce qu'on appelle le biohacking. Donc là aussi, c'est un truc qui est présenté dans les médias comme ce qu'on appelle la biologie de garage, le fait que les gens reprendraient le pouvoir sur la génétique, sur la biologie. La biologie est complètement réduite à en fait, un micro-domaine de la biologie qui est la génétique. On oublie plein de choses. Et on explique aux gens qu'ils peuvent faire de la biologie de garage et bidouiller l'ADN dans leur garage. Donc, ce qui est vrai, en fait, vous pouvez acheter des kits, c'est un peu comme bidouiller des Arduino, vous pouvez acheter des cartes Arduino. Si vous fabriquez pas l'électronique vous-même, vous pouvez faire plein de choses merveilleuses avec l'électronique. Dans le monde de la génétique moléculaire, vous pouvez faire des trucs. Vous pouvez commander voilà, une sorte d'expérience sociale où on a fait venir des États-Unis un kit comme ça pour bricoler. Alors, le but n'était pas vraiment de faire les manipulations génétiques, mais plutôt de pouvoir en parler avec le public. Je pourrais développer ça en privé si ça vous intéresse. Là, le phénomène que je veux pointer, c'est que ce qui est présenté dans la presse grand public comme une sorte de prise de pouvoir des citoyens sur l'horrible big science, en réalité, c'est exactement le contraire. Le biohacker ici le plus célèbre
Zeiner qui vend ses kits, il est en fait de mèche avec ce monsieur-là barbu qui ressemble au Père Noël, c'est George Church, un des plus grands généticiens de Harvard, et qui le soutient et qui participe à ses cours. Et en fait, il y a une collusion extrêmement étroite entre ces biohackers et les institutions. Et il y a un concours de génétique qui s'appelle... Oui, je passe sur le fait que ce qui est présenté comme un biohackerspace à Paris, ça s'appelle la Paillasse. Vous voyez, si vous lisez la presse, vous verrez que c'est financé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par l'industrie pharmaceutique suisse. Le concours iGEM qui est dans nos étudiants, dans nos universités, on incite les jeunes à participer à des sortes de concours de bricolage génétique. Il s'agit justement de faire ces petites manips sur des bactéries. Le premier prix, d'ailleurs vous pouvez regarder, c'est intéressant conceptuellement, c'est une brique de Lego en or ou en aluminium. Ça montre aussi une certaine vision du vivant. Donc l'université, donc là on est vraiment sur un truc où on s'adresse aux étudiants, on leur fait croire que c'est un truc en dehors de l'université, que c'est un truc de libération et de libération par rapport au savoir institutionnel. En réalité, c'est complètement piloté par le MIT, enfin disons conceptuellement en tout cas à l'origine, mais aussi pour fournir les produits, parce qu'en réalité, on travaille avec des kits, mais quelque part, en biologie, il faut bien du matériel, des enzymes, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas cette indépendance et cette émancipation est une illusion, et il s'agit selon moi d'une entreprise destinée à renforcer l'acceptabilité de certaines technologies de manière insidieuse dans un stratagème, au sens mauvais du terme. Comment tu l'appelles? Apostasique. Un stratagème apostasique pour renforcer, pour diffuser ces idées. Et donc dans mon université cette année, donc, il y a eu un prix qui a été remporté dans un concours mondial de génétique, de bricolage génétique. Les gens qui y participent sont des gens absolument sincères. Je ne veux pas les critiquer personnellement, mais je regarde juste structurellement qu'est-ce qu'ils font. Ils font la promotion d'une idée pour purifier l'eau de la Seine, il faudrait mettre des algues génétiquement modifiées qui seraient capables de dégrader telle ou telle substance chimique. Voilà, c'est vraiment l'idée solutionniste la plus triviale possible. Et si vous regardez d'où vient la pollution de l'eau de la Seine, c'est assez intéressant. Il y a plein de choses à faire avant de balancer des algues génétiquement modifiées. Par exemple, cesser de mélanger les eaux de pluie et les égouts. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut beaucoup à Paris, les égouts débordent et vous pouvez vérifier, hein, quand il y a un gros orage à Paris, il y a un mélange d'eau de pluie et d'eau un peu comme ici en fait, qui est déversé directement dans la Seine. C'est pas une question de bricolage génétique, c'est une question de fabriquer un réseau d'égouts moderne. Parce que là, on travaille avec un réseau d'égouts, d'ailleurs très intéressant à étudier, mais qui date du 19e siècle. Et donc, pour moi, cet exemple, il est vraiment très, très intéressant parce qu'on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire, même du point de vue scientifique. Réfléchir au système d'égout, c'est une tâche aussi noble que faire des manipulations génétiques. Et donc, si on veut nager dans la Seine pour les Jeux Olympiques, il faut en priorité faire un peu de travaux publics et pas forcément de bricolage. Et puis, ce que je trouve aussi gênant avec ce projet, c'est que moi j'y vois vraiment un coin idéologique qui est enfoncé dans les normes qu'on essaye de faire tenir pour éviter de faire des conneries, ce qu'on appelle le principe de précaution, hein, quand on fait du bricolage génétique. Pour l'instant, on considère qu'on n'a pas le droit de balancer ça dans la nature. On essaye d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait. Et là, c'est des trucs qui sont totalement absents de ce genre de projet. Et moi j'y vois... Alors, je suis peut-être un peu parano, mais j'y vois plutôt de manière structurelle, sans que personne tire
tire les manettes, j'y vois l'influence justement de start-up, de la génétique, des biotech qui ont intérêt à renforcer l'acceptation de leur technologie et à faire bouger les lignes en termes de législation. Et donc, voilà, j'insiste sur le fait que les étudiants qui participent à ça ont le sentiment de s'émanciper de leurs profs, puisqu'ils sont, voilà, on leur dit vous êtes des hackers, vous allez sauver l'eau de la Seine, etc. Voilà, mais le mouvement biohacker, maintenant, ça ressemble à ça, hein, vraiment. Donc, faut vraiment le voir pour le croire. Voilà, human brains to smartphone. Voilà, on en est à combien de pouvoir relier son cerveau à son téléphone. Voilà, bon, je ne sais pas qui sont les intervenants. C'est vraiment atroce. Et là, j'ai mis ça parce que maintenant Microsoft investit énormément d'argent dans l'informatique destinée à la génétique. C'est un département entier de Microsoft qui c'est considéré comme un marché d'avenir. Mais donc c'est pas très étonnant de voir que Microsoft s'intéresse au génome. Mais par contre, vous voyez, il y a le mot hackathon. Ici, vous voyez, c'est typiquement un exemple de ce vocabulaire qui, quand j'étais jeune, était utilisé de manière contre-culture. Et maintenant, ça fait vraiment partie de Microsoft, quoi. Voilà, il y a une sorte de dynamique comme ça implacable où voilà, donc j'arrive juste à la fin de mon préambule. Donc voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une autre fois, parce que peut-être je vais m'arrêter à la fin de ce préambule. Bah, c'est que donc le capitalisme, alors j'ai dit tout au début que je ne considère pas que le capitalisme soit le seul problème. Voilà, supprimer le capitalisme n'est pas, certainement pas, ça serait être un peu solutionniste que de parler comme cela. C'est malheureusement probablement plus compliqué. Mais bon, en première approximation, quand on critique la critique, elle est recyclée de manière extrêmement habile par ce système. Et enfin, j'espère vous l'avoir démontré. Il y a une forme d'appropriation des mots et des concepts qui sont développés par les milieux militants et aussi par la recherche la plus saine, on va dire. Et donc ces mots sont ensuite récupérés et dévoyés. Et donc après, j'ai des dizaines de slides qui sont des exemples de terrain concrets sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais peut-être ce sera pour une autre fois. Juste, je termine sur des questions. Donc, comment dans ce contexte on peut agir? Donc, en particulier, je pense à moi je suis dans une université, je passe la moitié de mon temps à former des futurs enseignants et l'autre moitié à former des futurs ingénieurs. Donc, qu'est-ce que je peux faire au mieux? Comment agir au mieux dans ce contexte-là? Parce que donc, j'ai peut-être donné le sentiment de critiquer des grandes entreprises comme Microsoft, etc. Mais en réalité, moi, je fais partie de ce système. Hein. L'université, elle vit en symbiose avec ces entreprises. La fondation Bill et Melinda Gates finance très lourdement la recherche en génétique, par exemple. Voilà, comment faire quand on fait partie du système pour agir au mieux? Et j'insiste sur le fait que vous qui êtes peut-être plutôt en sciences humaines, vous faites aussi partie du système universitaire. Il n'y a pas de raison de penser que les sciences humaines sont plus à l'abri que les sciences dites dures. Oui, mais... Voilà, y a plein de questions qui se posent aussi sur, là aussi, on prend du recul historique sur voilà, qu'est-ce que Michel Foucault a vraiment fait, etc., etc. Il faut regarder en détail. Les autres entreprises. Ouais. L'usage de Michel Deleuze par l'armée israélienne. Et puis donc, moi, je veux pas être trop pessimiste quand même. Hein. Donc, il y a des questions à moyen terme. Comment est-ce qu'on peut vraiment réformer voilà. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on est condamné à être toujours récupéré par les forces destructrices? Voilà. Est-ce que c'est désirable ou pas? C'est des questions qui méritent d'être posées. Donc moi, je pense plutôt qu'on peut quand même essayer de faire quelque chose d'intéressant. Je serais ravi d'en discuter avec vous, d'avoir vos
vos points de vue là-dessus. Je n'ai pas les idées très claires et je suis surtout là pour voilà, avoir des idées. Voilà.